Les universitaires qui travaillent pendant de longues périodes de manière autonome peuvent être particulièrement enclins à reporter les choses. Les sondages indiquent que la grande majorité des étudiants procrastinent. Vous avez peut-être pensé, la dernière fois que vous avez remis à plus tard un travail concernant un exposé afin de regarder un épisode de votre série, que vous étiez juste en train de vous relâcher. Mais d'un autre point de vue, vous étiez en réalité engagé dans une pratique qui illumine la fluidité de l'identité humaine et la relation complexe que les êtres humains entretiennent avec le temps. En effet, un essai de l'économiste George Hensley, une personnalité centrale dans l'étude de la procrastination, affirme que traîner les pieds est aussi fondamental que la forme du temps et pourrait bien être appelée l'impulsion basique. Hensley a probablement raison, la procrastination est une impulsion humaine basique. Mais l'anxiété la concernant en tant que grave problème semble avoir émergé au début de l'ère moderne. Le terme lui-même, dérivé d'un mot latin signifiant remettre au lendemain, entra dans la langue anglaise au XVIe siècle et au XVIIIe siècle. Samuel Johnson le décrivit comme l'une des générales faiblesses qui prévalent à un degré plus ou moins élevé dans chaque esprit et lamente la tendance en elle-même. Et le problème semble s'empirer à tout instant. Selon Piers Steel, un professeur de commerce à l'université de Calgary, le pourcentage des individus ayant admis avoir eu des difficultés avec la procrastination quadrupla entre 1978 et 2002. Dans cette lumière, il est possible d'observer la procrastination en tant que le problème moderne typique. Pourquoi les philosophes s'intéressent-ils à la procrastination ? Il s'agit d'un exemple puissant de ce que les Grecs appelaient akrasia, agir à l'encontre de son meilleur jugement. Piers Steel définit la procrastination comme différant volontiers quelque chose, même si vous vous attendez à ce que le retard aggrave votre situation. Autrement dit, si vous dites simplement « mangez, buvez et réjouissez-vous, puisque demain nous mourrons », vous ne procrastinez pas vraiment. Vous retardez sciemment puisque vous pensez que l'usage le plus efficace de votre temps ne compte pas non plus. L'essence de la procrastination repose sur le fait de ne pas faire ce que vous pensez que vous devrez faire, une contorsion mentale qui explique sûrement le lourd tribut psychique que cette habitude impose aux gens. Il s'agit de la chose déconcertante concernant la procrastination. Bien qu'elle semble impliquer le fait d'éviter de réaliser des tâches désagréables, s'y adonner ne rend pas les individus heureux en général. Dans une étude, 65% des étudiants interrogés, avant qu'ils ne commencent à travailler sur une dissertation, déclarèrent qu'ils aimeraient échapper à la procrastination. Ils savaient qu'ils ne feraient pas le travail à temps et que le retard ne les rendrait pas heureux. Une expérience en 2 étapes fournit une illustration classique. Lors de la première étape, on offre aux individus le choix entre une centaine de dollars aujourd'hui ou 110 dollars le lendemain. Lors de la deuxième étape, ils choisissent entre une centaine de dollars pendant 1 mois à compter d'aujourd'hui ou 110 dollars pendant 1 mois et 1 jour à compter de maintenant. En substance, les 2 choix sont identiques. Attendre 1 jour de plus, obtenir 10 dollars supplémentaires. Néanmoins, lors de la première étape, de nombreux individus choisissent de prendre le plus
petit montant dans l'immédiat, tandis que lors de la deuxième étape, ils préfèrent attendre un jour de plus et obtenir les 10 $ supplémentaires. Autrement dit, les ignorants hyperboliques sont capables de réaliser un choix rationnel lorsqu'ils pensent à l'avenir. Cependant, à mesure que le cadeau se rapproche, les considérations à court terme prennent le dessus sur leur objectif à long terme. Certains philosophes ont une explication du fossé entre ce que nous voulons faire et ce que nous terminons de faire. La personne qui réalise des plans et la personne qui échoue à les mener à bien ne sont pas vraiment le même individu. Il y a différentes parties de ce que le théoricien des jeux Thomas Schelling appelait le soi divisé. Schelling propose que nous pensions à nous-mêmes non en tant que soi unifié, mais en tant qu'être différent, se bousculant, s'affrontant et négociant pour avoir le contrôle. Si l'identité est une collection de soi en compétition, que représente chacun d'entre eux ? La réponse facile est qu'un représente vos intérêts à court terme, s'amuser, reporter le travail et ainsi de suite, tandis qu'un autre représente vos objectifs à long terme. Cependant, si cela est le cas, il n'est pas évident que vous puissiez accomplir quoi que ce soit. Le soi à court terme, il semble, gagnerait toujours. Le philosophe Don Ross offre une solution persuasive au problème. Selon Ross, les différentes parties du soi sont toutes présentes en même temps, s'affrontant et négociant avec un autre, un qui souhaite travailler, un qui veut regarder la télévision, et ainsi de suite. La clé, selon Ross, bien que le soi qui regarde la télévision ne s'intéresse qu'à regarder la télévision, s'intéresse à regarder la télévision non seulement maintenant, mais y compris à l'avenir. Cela signifie qu'il peut être négocié avec. Travailler maintenant vous permettra de regarder davantage la télévision plus tard. La procrastination, dans cette interprétation, est le résultat d'un processus de négociation ayant mal tourné. L'idée d'un soi divisé, bien que déconcertant pour certains, peut être libérateur en termes pratiques, puisqu'il vous encourage à cesser de penser concernant la procrastination comme une chose que vous pouvez battre simplement en essayant d'une manière plus violente. Au lieu de cela, nous devrions nous fier à ce que Joseph Hiss et Joel Anderson appellent la volonté étendue, des outils ainsi que des techniques externes afin d'aider les parties de notre soi désirant travailler. Une illustration classique de la volonté étendue au travail est la décision d'Ulysse de se faire attacher par ses hommes au mât de son bateau. Ulysse sait que lorsqu'il entendra les sirènes, il sera trop faible pour résister à l'envie de diriger le navire vers les rochers à leur poursuite. Alors, ses hommes l'attachent, le forçant ainsi à adhérer à ses objectifs à long terme.